Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. À moins de 60 jours de l'élection présidentielle, la question industrielle se retrouve au cœur du débat politique. Alors que les métallurgistes de Florange, qui bloquent depuis ce matin les sorties de leur usine, promettent de faire de leur combat l'un des symboles de cette campagne, c'était hier au tour des salariés des fonderies du Poitou de faire irruption dans le débat parlementaire, après la requête du tribunal de commerce de réclamer un délai supplémentaire pour statuer sur le sort de ce site industriel qui emploie plus de 450 personnes. Du temps, le juge du tribunal de commerce de Nanterre en a encore besoin pour statuer sur l'avenir de la fonderie du Poitou Aluminium. Aux représentants du personnel, il leur a indiqué qu'il avait décidé d'un délai supplémentaire fixé au 14 mars pour examiner les offres de reprise. Elles sont 5 aujourd'hui. Pour les syndicats, une seule solution est envisageable, la réintégration de la fonderie au sein du groupe Renault. Aujourd'hui, on a une nécessité d'avoir des volumes de manière suffisamment importante qui nous permettent de maintenir et d'assurer le maintien de l'intégralité des salariés, c'est-à-dire des 453 salariés en date d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on pense que c'est aujourd'hui Renault qui est le plus à même de nous assurer toutes ces données-là. Mobilisation cet après-midi à l'Assemblée nationale de la députée socialiste de la Vienne, Catherine Coutel. Elle a posé une question au Premier ministre sur l'engagement de l'État quant à l'avenir de l'entreprise Poitvin. Deux questions, Monsieur le Premier ministre. Allez-vous peser pour que les fonderies réintègrent Renault? Et à l'image de cette entreprise, allez-vous vous battre pour que l'emploi subsiste en France et conduire une industrie durable? Nous exerçons naturellement le suivi auprès de Renault pour que tous les engagements pris soient respectés, notamment dans ce qui concerne le maintien de la trésorerie courante du site et l'annonce des volumes de charges pour les repreneurs. Et les candidats à la reprise doivent finir de discuter avec Renault de la trajectoire industrielle, c'est ça qui est actuellement en discussion, qu'ils sont en mesure de bâtir pour rendre le site compétitif et diversifier ses débouchés. Ce dossier est évidemment suivi avec beaucoup d'attention à Bercy. Entre reprise ou mise en liquidation judiciaire des fonderies, le tribunal de commerce de Nanterre rendra sa décision le 11 avril prochain. Il était l'une des figures du mouvement ouvrier de la banlieue lyonnaise. Les obsèques de Christian Cervantes auront lieu lundi à Givors. Ce syndicaliste mort d'un cancer s'est battu pendant des années pour faire reconnaître sa maladie professionnelle, mais aussi celle de ses collègues. Des collègues qui poursuivent aujourd'hui son combat. Une silhouette. Presque l'allure d'un monument ce jour-là. La cheminée de la verrerie, à l'ombre d'un passé industriel, à la mémoire d'un homme et de son combat. C'était le 15 janvier 2003. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que je le mets, c'est depuis 34 ans. À 15 jours près. Voilà, c'est les larmes aux yeux presque. Les dernières heures de l'usine VMC à travers le regard d'une figure du mouvement ouvrier, Christian Cervantes. Le four crachait sa dernière coulée de verre. 3 ans plus tard, Christian Cervantes luttait contre un cancer et pour la reconnaissance de la maladie professionnelle, la sienne, mais aussi celle de ses collègues. Dans le local associatif des verriers de Givors, ses amis évoquent sa mémoire et son combat. C'est un leader. Il n'y aurait pas lui, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Quand il y a eu des malades et tout, quand le docteur il dit si vous n'avez pas trop bu et fumé, vous ne serez pas malade aujourd'hui, pour un docteur dire ça, sur les photos, regardez la fumée qu'il y a là. Quand vous prenez ça dans la gueule pendant 30 ans et plus, c'est pas 3-4 apéros qui ont tué les clients. Des études révèlent des taux de cancer 10 fois supérieurs à la moyenne chez les anciens salariés, exposés pendant des années aux produits chimiques. 120 d'entre eux ont contracté une maladie, 80 sont morts aujourd'hui. Christian Cervantes a lutté jusqu'à la fin, mais jamais son cancer n'a été reconnu maladie professionnelle. Son combat n'est pas vain. Nous disons maintenant à ceux qui sont malades et qui sont en soins, nous leur disons, faites systématiquement une déclaration de maladie professionnelle pour chacune des pathologies qui vous frappent. À Givors, une voix s'est éteinte, mais le souffle demeure. Les funérailles de Christian Cervantes seront célébrées lundi et la ville lui rendra hommage.
L'affaire Néret devant la justice. La Cour d'appel de Paris doit examiner aujourd'hui la légalité de plusieurs éléments de la procédure engagée contre l'ex numéro 2 de la PJ lyonnaise. En cause notamment des écoutes téléphoniques réalisées selon son avocat dans le cadre d'une autre instruction et donc considérées comme illégales. Les éléments qui ont été recueillis dans une autre procédure sont utilisés, j'emploie pas le conditionnel, sont utilisés dans une procédure pour lesquels le magistrat instructeur n'avait pas été mandaté. Incarcéré à la prison de la Santé depuis le 3 octobre dernier, Michel Néret est poursuivi pour corruption, trafic d'influence, association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants, détournement de biens et violation de secrets professionnels. Une justice exemplaire. Le procès d'un groupe de casseurs qui s'était attaqué en 2009 à l'un des lycées de Gagny en Seine-Saint-Denis a eu lieu hier devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Ces faits sont à l'origine d'un texte de loi sur les bandes organisées souhaité par le chef de l'État. 12 personnes avaient été blessées lors de cette intrusion aux allures d'expédition punitive. Les magistrats ont tenu à bien distinguer l'implication de chacun des prévenus. Ça n'a pas suscité, si vous voulez, non plus un déchaînement de peines, de sanctions, d'exemplarité. Ils ont été sanctionnés comme ils auraient dû l'être au regard de ce qu'ils ont commis. 2 des casseurs ont été condamnés à des peines de prison ferme. La partie civile s'est également déclarée satisfaite de ce jugement. Toujours au chapitre judiciaire, mais cette fois avec un volet très politique. La tour Odéon qui doit surplomber le rocher monégasque en 2014 n'en finit plus de faire de l'ombre à son constructeur Vinci, mais également à une partie de la classe politique locale. Hier, ce sont les 2 promoteurs, les frères Paolo et Claudio Marzocco, qui ont été mis en examen pour complicité de corruption active. Le sénateur maire UMP de Saint-Jean-Cap-Ferrat, René Vestry, et son collègue d'hiver droite de Beausoleil, Gérard Spinelli, ont eux déjà été mis en examen dans ce dossier instruit depuis 2009 par un juge marseillais. Pour conclure ce feuilleton judiciaire, intéressons-nous à l'un des magistrats les plus célèbres de France, Éric de Montgolfier. Après une carrière démarrée dans le Nord comme procureur de Valenciennes, il vient de passer 13 années à Nice et rêve désormais d'une petite retraite à Bourges, où il vient tout juste d'être nommé après 27 demandes de mutation. Quand l'affaire VAOM éclate, Éric de Montgolfier, procureur de la République de Valenciennes, n'est qu'un magistrat parmi d'autres. Au MVA, le procès d'un match truqué, celui d'un ministre, Bernard Tapie. Les 2 hommes s'affrontent à l'audience et dans la salle des pas perdus. Si on allait dire ça au tribunal plutôt, ce serait tellement mieux. La France découvre alors un procureur courageux qui n'hésite pas à affronter publiquement les puissants. J'ai le sentiment que, faute d'être entendu dans ces dénégations, Bernard Tapie est en train de s'en prendre aux magistrats. J'attends que les autorités de tutelle réagissent pour savoir si elles trouvent normal, si c'est dans le cadre de sa fonction, effectivement, de faire une conférence de presse par jour. Ces sorties médiatiques exaspèrent sa hiérarchie et le président de la République le désavoue. Le nom de Bernard Tapie n'a pas encore, s'il devait l'être, je dis encore, n'a pas été prononcé, en tout cas dans les instruments de justice. Il faut se méfier des pratiques dangereuses. Éric de Montgolfier est nommé procureur de la République de Nice en 1999. Le garde des Sceaux lui confie une mission, faites que Nice ne devienne pas comme la Corse. Rapidement, il découvre un tribunal sous influence maçonnique à l'origine de nombreux dysfonctionnements. Et là encore, il est lâché par l'institution judiciaire. Il faut faire attention de ne pas tenir des propos qui peuvent laisser penser qu'on fait un amalgame et qu'on pointe le doigt sur un groupe de pensée en totalité en particulier. Magistrat insoumis, le procureur fait rouvrir des dossiers, réorganise le parquet, son travail finit par payer. Le doyen des juges d'instruction de Nice, Jean-Paul Renard, est mis à la retraite d'office après avoir utilisé le fichier du casier judiciaire au profit de sa loge maçonnique. Michel Cardix, ténor du barreau azuréen, poursuivi pour blanchiment, est suspendu 11 mois de ses activités d'avocat. Michel Vialat, directeur général des services sous Jacques Perrat, est écroué pour corruption. 13 ans après son arrivée sur la Côte d'Azur, la mission d'Éric de Montgolfier semble avoir été accomplie. Aujourd'hui, le tribunal de Nice est un tribunal comme un autre.
À 8 semaines et demie du premier tour de l'élection présidentielle, les indécis restent nombreux, d'où l'idée de cette jeune Vendéenne. Elle a créé un site internet qui classe les propositions des candidats par thème. À la fin du test, le visage de celui qui incarne le mieux vos idées apparaît. Une manière de juger sur le fond plus que sur la forme. J'ai créé ce site internet pour faire comprendre aux gens qu'ils ne votaient pas forcément pour des programmes, mais pour des candidats. Et puis mettre un peu faire un peu la balance avec les médias qui mettaient toujours en avant les candidats, leur charisme, leurs petites phrases assassines, et pas toujours leurs idées, et les confrontaient pas forcément. Une campagne qui se joue de plus en plus sur les réseaux sociaux comme Twitter, sans doute le plus instructif pour les candidats. Une start-up leur propose d'ailleurs de mesurer le buzz, sorte de sondage instantané. L'inauguration du QG de Nicolas Sarkozy samedi dernier, tous les médias présents, mais aussi 3000 tweets échangés. Un buzz sur les réseaux sociaux, désormais analysé en à peine quelques clics. Donc si je clique ici, je peux voir par exemple où les tweets ont été postés, notamment en France, par qui des hommes et des femmes ça a été le plus posté, et aussi par quel type de personnes. Donc là on voit qu'il y a beaucoup de journalistes, des militants UMP, des responsables adjoints des jeunes du UAP. Ces deux informaticiens ont lancé le logiciel il y a 1 mois et demi. Aujourd'hui, ils veulent profiter des élections présidentielles pour développer leur outil. Une sorte d'institut de sondage en temps réel. On a vraiment à savoir quels sont mes messages qui passent le mieux sur la twittosphère, quels sont les sujets associés à ma personnalité sur la twittosphère, et puis évidemment la même chose pour mes concurrents. Avec cet outil, les hommes politiques peuvent donc décrypter ce qui se dit sur eux. Pour Mélenchon, c'est son débat avec Marine Le Pen qui fait le plus réagir. Sauf qu'en France, moins de 8% de la population possède un compte Twitter. Finalement, c'est toute la cible influente qui est sur Twitter, qui est présente aujourd'hui. Tous les articles de presse passent sur Twitter, tous les articles de blog passent sur Twitter. Donc se limiter à Twitter, c'est pas se limiter à Twitter, c'est se limiter à toutes les sources et toutes les informations qui buzzent sur Internet. Quelques hommes politiques font déjà appel à eux. D'ici quelques mois, ils espèrent élargir leur clientèle à tous les candidats et aux grandes agences de communication. C'est un peu comme l'élection de Miss France pour les éleveurs de bovins. Le salon de l'agriculture débute ce samedi à Paris. Les plus belles bêtes vont s'y côtoyer. Parmi elles, une blonde d'Aquitaine de 5 ans. Elle s'appelle Cigale et montera pour la première fois dans la capitale. En attendant, elle est bichonnée pour être la plus belle. Quand il parle de Cigale, cette belle blonde d'Aquitaine âgée de 5 ans, Max Lapart en aurait presque les yeux de Chimène. Une tête très longue, expressive, un cornage fin, des yeux éclairés au niveau de la couleur de la robe, une robe froment. Cette vache est pour lui une source de satisfaction. Au fil des ans, il a su en faire une bête à concours régional. Passage obligé pour espérer monter à Paris. Voilà, elle aime bien que je la brosse, que je l'étrille. Ça lui met le poil tout bien lissé. Au milieu de la semaine prochaine, le jeudi, Cigale se frottera à l'élite nationale de la race. Ce sera une première pour elle, mais aussi pour l'éleveur qui ne cache pas sa satisfaction. Paris, c'est la reconnaissance d'un travail accompli sur 2 générations. À l'origine de ce troupeau d'une 50aine de vaches, Maurice, le patriarche. À 82 ans, il n'est jamais allé au salon avec une bête sélectionnée. Alors, il est heureux que son fils puisse s'y rendre. Disons que je suis content que mon fils puisse y aller. Ça, depuis le temps qu'on y travaille sur les bêtes. Maurice n'ira pas à Paris, ce n'est plus de son âge, mais il sait aussi qu'il sera dignement représenté. Eux aussi sont particulièrement choyés. 5 gorilles mâles viennent d'arriver au zoo d'Amnéville. Ils en seront l'attraction car les représentants de cette espèce menacée sont très rares. Le zoo leur prépare un espace de vie où ils pourront prendre leurs aises. D'entrée, il vous montre qui est le patron. Voici Yakwanza, le dominant du groupe. 23 ans, 238 kilos et un regard qui ne laisse personne indifférent. 24 heures après leur arrivée, les 5 gorilles sont déjà chez eux. Pour l'instant, ils sont confinés dans ces cellules histoire de les acclimater. Car leur voyage a été long, 10 heures de route depuis Poitiers, où ils cohabitaient tous ensemble depuis juillet dernier. Des conditions 5 étoiles les attendent. 3 enclos extérieurs en cours de finition et une serre de 2000 m² qu'ils rejoindront. On a été voir un peu dans différents zoos européens et aussi aux États-Unis pour essayer de s'imprégner des choses qui se font ailleurs pour essayer de faire quelque chose de vraiment très très bien. Ces gorilles font partie d'un plan d'élevage international car l'espèce
est en voie d'extinction. Le gorille de plaine, il y en a encore 20 à 40 000, mais les effectifs s'effondrent à une vitesse vertigineuse. Il est urgent de les protéger. Aujourd'hui, le gorille de plaine est considéré par l'UICN, l'Institut universel de conservation de la nature, comme en danger critique d'extinction. Début mars, 3 autres mâles viendront agrandir la tribu, puis ce sera au tour de femelles un peu plus tard. L'ouverture au public est programmée pour le 6 avril prochain. Tout de suite, votre édition des initiatives.